Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Changer totalement de vie et passer d'ingénieur à maraîchère. Marion Denéchaud n'en pouvait plus de passer des heures derrière un ordinateur. Elle faisait des terreurs nocturnes et allait au travail en soufflant. Elle a décidé de tout changer et a voulu se rapprocher de la nature. Marion a expérimenté le métier pendant 1 an avec le woofing, voyagé dans la France pour découvrir l'élevage et l'agriculture, pour ensuite se lancer pleinement dans cette aventure de maraîchère. Dans cet épisode, découvre comment passer d'ingénieur à maraîchère et débuter avec le woofing, pourquoi choisir une agriculture biologique et quelles en sont les contraintes? Quel impact l'agroforesterie a-t-elle sur les cultures et le vivant? Le prix du bio versus le conventionnel. Faut-il privilégier le bio ou le local? N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Bonjour Marion et bienvenue dans Notre Talk. Comment ça va? Bonjour Mehdi, ça va très bien et toi? Ça va super. Je suis content de te voir aujourd'hui parce que je trouve que tu as un profil un petit peu atypique. Tu as fait une école d'ingénieur et maintenant tu es maraîchère. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce revirement de situation? C'est ça. Donc en fait, j'ai été ingénieure, enfin je le suis encore, mais j'ai pratiqué, on va dire, le métier 4 ans. Donc j'étais basée surtout sur Paris et aussi en Afrique de l'Ouest. Je travaillais surtout dans les énergies renouvelables, construction d'usines de biomasse et j'ai eu un peu une prise de conscience, sur, la valeur de mon travail, de ce que je voulais faire, de ce que je voulais faire de mes journées, et l'importance des activités principales que je vais faire de mes journées, parce qu'on fait quand même notre travail 8 à 10 heures par jour, voilà. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée, surtout le légume. Et du coup, j'ai voulu faire ce métier parce que je trouvais que c'était un des métiers on va dire, les plus purs pour, pour exercer dans mon quotidien. Voilà. Mais il a fallu quand même que je teste parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont quand même très physiques. On entendait beaucoup parler, hein. Je suis rentrée par le biais de la permaculture, puis après bon, j'ai rencontré plutôt le maraîchage, on va dire, bio, et maraîchage sol vivant et du coup, j'ai testé le métier pendant 1 an en woofing en France. On va en parler un petit peu plus en détail après, mais moi j'aimerais vraiment qu'on parle de pourquoi tu as changé. Qu'est-ce qui te plaisait pas dans ton métier d'ingénieur dans les énergies renouvelables? En fait, j'ai passé beaucoup de mon temps, je vais dire 80 à 90 de mon temps devant l'ordinateur. Du coup, ça m'a posé vraiment problème. J'avais vraiment envie d'être, en contact avec, je pense, le dehors, la nature et les plantes et l'environnement. Je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite et c'est vrai qu'être enfermée, toute la journée, pour moi, ça me convenait pas. Parce que je pense que quand on est dans ta situation, on a quand même un salaire qui est plutôt certainement confortable et se dire que du jour au lendemain, en plus, maraîchère, c'est peut-être pas non plus le métier où on gagne le plus, mais peut-être que tu y gagnes, plutôt en valeur ou en confort, mais différemment. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as gagné? C'est vrai que le salaire, ça a rien à voir en fait, donc en tant qu'ingé, on gagne souvent dans les 3 000 €, on va dire. Enfin, moi, à ce moment-là, je suis transparente là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir et surtout que, voilà, quand on devient maraîchère, on sait qu'on touchera un SMIC, c'est-à-dire 1 200 € au bout de la troisième, quatrième année. Hem, Ensuite, c'est vrai que c'est pas le confort qu'on va chercher plus, c'est plus, on va dire, moi, j'ai l'impression que mon métier, ça va être plutôt quelque chose c'est une activité de vie, en fait. C'est une manière de vivre, en fait, qui m'intéresse. Pas forcément aller au travail, revenir et vivre chez moi. Pour moi, l'activité que je veux faire tous les jours fait partie
mon activité de vie et donc pour moi, le métier de maraîcher, convenait parfaitement à ça. Par contre, c'est vrai que on est toujours dehors, on est sujet au vent, à la pluie, quand il fait trop chaud, voilà. Et c'est vrai que du coup, on enlève un côté, confort, salariat, pour revenir dans quelque chose où on est bon, soit sa propre patronne, mais on est quand même, on part pas en vacances, pour autant tout le temps quoi, même loin de là. Est-ce que c'est venu d'un coup, ce changement de situation ou est-ce que tu as commencé à t'y intéresser petit à petit et comment tu t'y es intéressée? Je m'y suis intéressée donc, comme je te disais par la voie vraiment de la permaculture, c'est en lisant un peu du Pierre Rabhi, heu, Charles Hervé Gruyer qui sont des gens qui sont à la permaculture. C'est des gens vraiment qui au départ m'ont ouvert cette porte-là. Après je me suis rendu compte que bon, si on veut vraiment vivre de ce métier, il fallait, Heu, enfin, comme je cherche quand même à avoir une ferme rentable, il fallait quand même, aller vers d'autres, types de maraîchage, sachant que la permaculture n'est pas qu'un type de maraîchage, mais une façon de vivre. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, je me suis dit: «Il va falloir que je me spécialise». Excuse-moi, j'ai bifurqué dans ta question. Non, il y a pas de souci. Je disais, du coup, par quoi tu as commencé? Donc tu as commencé par des lectures. Voilà. Beaucoup de lecture, voilà, c'est ça. C'est la lecture et c'est ça qui m'a fait un peu le déclic et à me dire parce que c'est vrai que quand on rentre dans la permaculture, on parle surtout d'une manière de vivre et d'une façon de penser, en fait, en général et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre du recul et me dire: «Je crois que je suis pas à ma place, dans ce métier d'ingénieur, dans ce métier, devant un ordinateur, dans ce métier où je me vois pas pendant 10-15 ans dans cette situation-là». Il fallait que je bouge autre part et c'est cette voie-là qui s'est ouverte à moi. C'était il y a combien de temps cette prise de conscience? Donc c'était en 2017, 18, donc c'était à 5 ans, 5 ans, voilà. Et tu as mis combien de temps, à partir définitivement? Franchement, pas tant que ça au final parce que je suis pas quelqu'un qui aime rester dans une situation, bancale, pendant longtemps. Donc je pense pendant 1 an, j'étais pas bien, c'est-à-dire que j'allais au travail en soufflant, je faisais comment on appelle ça? Des cauchemars, la nuit, enfin des terreurs nocturnes, on appelle ça. Je criais donc c'était un peu mon corps m'a un peu, envoyé des signes, hein. Et je me suis dit: «En fait, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas» et en plus, surtout, j'allais au boulot en soufflant, sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime rester active, qui aime bien travailler, on va dire, mais je crois plus dans ces conditions-là. Donc voilà, donc je pense que ça a mis une petite année et au bout d'un an, j'ai commencé à travailler encore mon N+1 et puis j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Et donc, tu es parti enfin, tu as testé pendant 1 an, tu as dit juste avant, avec, le World Wild in Organic Farm, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça le woofing du coup. On le retrouve souvent dans d'autres pays parce que souvent c'est en gros, ce qui se passe, c'est qu'on demande à des gens, de nous héberger, de nous loger, de nous nourrir et de nous blanchir et eux, nous, en contrepartie, on va travailler, 4 à 5 heures par jour dans des fermes. Ça peut être, des fermes, qui font des légumes, comme, des fermes qui font, de l'élevage, ou même des toutes petites fermes ou même des chantiers participatifs sur des construire des maisons, enfin, il y a un peu de tout. C'est un site internet, hein, où tout le monde peut y avoir accès. Il faut, il me semble, adhérer pour, une trentaine d'euros et ensuite, bah, on prend contact avec, bah, ces fermes-là et on peut rester, d'une semaine à 1 mois, quoi. Et donc pourquoi, tu as fait ça? Ça, c'est parce que, je me suis dit: «Bon, je veux travailler dans le métier de maraîcher, j'ai envie de travailler ou bien j'ai envie de travailler dans le monde un peu agricole». Je savais pas en vrai, je savais pas vraiment si je voulais faire vraiment du légume ou bien aller vers l'élevage ou même vers, l'apiculture parce que j'ai pu en tester aussi et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de me dire: «Bon allez, il faut que j'aille tester. Il faut que là, je sorte, que pendant une année je teste plein de choses dans le monde agricole et que je vois ce qui me correspond le mieux». D'accord, et tu as fait ça où? Alors, peut-être que tu as fait différents lieux, différents endroits. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler? J'ai fait un peu toute la France parce que je voulais pareil, je savais même pas où est-ce que je voulais m'installer, donc ça aussi je savais qu'en plus je pouvais être partout en France, ça me peu m'importer à ce moment-là et donc j'ai fait la Picardie,
J'ai fait le Luberon, j'ai fait la Drôme, j'ai fait les Charentes et puis j'ai fait, le Morbihan. Voilà et j'ai fait du coup, bah, de l'élevage, ovin et des poules, de l'apiculture et la production de plants, de petits plants, qui sont vendus aux maraîchers et puis, du maraîchage Alors et finalement, du coup, tu t'es installé où? et du coup, je me suis installée donc en Loire-Atlantique à Guérande. On l'a pas dit, mais comment ça s'appelle du coup, ta ferme? Ça s'appelle le jardin d'Aliwen et exactement, c'est dans un petit village qui s'appelle Saint-Molf à 10 minutes de Guérande. OK et donc tu t'es tourné vers l'agriculture biologique et l'agroforesterie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste les 2? Alors d'abord, l'agriculture biologique et puis après on passera à l'agroforesterie. Donc l'agriculture biologique, c'est une agriculture, qui va prendre soin du vivant et qui va répondre à un cahier des charges. Donc c'est le logo AB, donc ça c'est un logo qui est en français et sinon c'est l'Eurofeuille, c'est la petite feuille verte que vous voyez sur tous vos produits, biologiques et là qui correspond l'Eurofeuille à du coup à la charte européenne. La charte française est un peu plus exigeante que la charte européenne, mais en soi c'est à peu près la même chose. Pourquoi l'agriculture biologique? Je crois que je ne me suis même pas posé la question de si je m'installe, est-ce que je vais rester en conventionnel ou est-ce que je vais faire du bio? Je pense que de suite, ça coulait de source d'aller faire du bio pour, bah, d'une prendre soin de la planète, prendre soin des gens et de nos corps, de notre santé et prendre soin des animaux, de la biodiversité, enfin de tous les insectes, qu'il y a dans un jardin, quoi. Et l'agroforesterie, du coup, là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que là, c'est on introduit l'arbre dans les cultures. Donc ici, c'est les cultures légumières, mais un céréalier peut aussi faire l'agroforesterie, c'est-à-dire dans ses champs, au lieu d'avoir un champ avec que de la céréale et de la monoculture, il va mettre des arbres pour du coup apporter, on va dire, cette part de, de végétal qui, elle, va rester de façon permanente et qui va amener des insectes, des oiseaux qui vont manger aussi des insectes, de la biomasse, parce que du coup, quand un arbre, il va perdre ses feuilles, il y a aussi tout un système racinaire enfin, beaucoup d'études ont été mises en place et montrent bien qu'il y a vraiment des symbioses qui vont se faire entre les plantes et les racines des arbres. Et du coup, nous, c'est vrai, c'est ce qu'on voulait en fait, c'est-à-dire on voulait pas juste avoir des champs de légumes, on voulait aussi avoir des plantes qui tous les ans sont là de façon permanente et qui peuvent accueillir, on va dire, c'est un peu comme des hôtels à insectes, hein, qui vont accueillir de la biodiversité, que ce soit au niveau des racines, mais aussi au niveau des feuilles, des branches, du tronc. Euh, et du coup, tout ce système de communication entre bah, les plantes qui sont là juste pour la nuit, parce que c'est vrai que les légumes, on va dire que c'est de façon annuelle hein, qu'on les met, alors qu'un arbre, c'est vivace, ça va durer très, très longtemps. Quels sont les avantages de faire ça? Je veux dire directement sur tes cultures. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est simplement pour promouvoir le vivant ou est-ce que ça a vraiment un impact sur tes cultures? Au tout départ, ça n'a pas forcément d'impact. Je ne le verrai pas parce que le système racinaire des arbres est quand même assez petit. Mais au fur et à mesure du temps, il va y avoir un impact et il va aussi y avoir un impact parce que de plus en plus, il va faire chaud, on s'en rend bien compte, ou bien avoir des grosses écarts de température. Et c'est vrai que l'arbre va nous aussi apporter de l'ombre. Donc de l'ombre sur les cultures, de l'ombre pour nous aussi. Et là, il y aura vraiment des réels impacts. Ensuite, au niveau biodiversité, ça c'est sûr. Là, on le voit, rien que d'avoir mis des arbres ou même juste les poteaux pour les arbres, on a une quantité folle d'oiseaux qu'on n'avait pas forcément parce qu'avant, ils avaient nulle part vraiment pour se poser. Et depuis qu'on a des arbres, c'est vrai que ça on voit des tonnes d'oiseaux se poser et nicher, prendre de la paille, prendre des brindilles. C'est vrai que c'est beau. Ça remet un peu de vivant cette parcelle où il y avait vraiment rien du tout, quoi. Et le fait d'avoir des oiseaux, est-ce que c'est, avantageux ou au contraire contraignant? Parce que je sais pas, je pourrais imaginer que les oiseaux viennent, manger les graines quand, vous, parsemez les graines ou Mmh. alors peut-être un avantage, ils viennent, picorer les mauvais insectes pour éviter qu'ils viennent, manger les plantations? Ça peut être les 2, mais là, dans ce cas, c'est vraiment plus la deuxième option, c'est-à-dire, ils viennent, manger, les insectes.
Les graines, nous, on les met quand même dans le sol quand on sème, hein, on les sème pas à la volée. Les seules choses qu'on sème à la volée, c'est les engrais verts. On peut avoir du pigeon ou du pigeon ramier qui viennent grignoter, mais c'est pas ça qui a endommagé notre engrais vert. Donc non, je pense que ça a vraiment un avantage sur le fait que les oiseaux vont permettre de rééquilibrer un jardin où normalement on ne voit pas forcément d'oiseaux se poser, quoi. Et concernant, l'agriculture biologique, est-ce que tu peux nous donner un peu alors soit les avantages, soit vraiment les inconvénients? Qu'est-ce que toi, tu es obligé de faire pour qu'on comprenne bien, quelles sont un peu, je vais dire, tes obligations? Du coup, l'agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est produits de synthèse. Donc on a le droit d'utiliser donc tout ce qui est pesticides, pardon, on n'a pas le droit. Par contre, donc pesticides de synthèse, on peut avoir des insecticides en bio. On a le droit à 300 insecticides et herbicides. Donc herbicide, c'est pour tuer du coup l'herbe, enfin l'herbe qu'on ne souhaite pas, et insecticide qui tue les insectes qu'on ne souhaite pas. Cependant, ce sont des insecticides et herbicides issus de produits, on va dire, naturels. Donc c'est pas du tout de synthèse, et qui sont, on va dire, moins forts et surtout qui vont pas rester dans le sol. Parce que tout ce qui est de synthèse, tout ce qui est, chimique, produit chimiquement, ça restera forcément dans le sol alors que dans le cas du naturel, non, ça ne restera pas. Donc moi, je trouve qu'il y a aucune contrainte parce que comme j'ai jamais fait dans le conventionnel, j'ai jamais vraiment utilisé d'herbicide ou d'insecticide de synthèse. Nous, on va utiliser donc quand on va dire qu'en bio qu'on utilise l'insecticide, c'est-à-dire que du savon noir, même vous, en tant que potager, quand vous avez vos potagers, que vous mettez du savon noir pour enlever les pucerons, bah, c'est un insecticide, c'est-à-dire que ça tue le puceron. Mais c'est issu de produits naturels, du coup, c'est autorisé en bio. Voilà, donc je trouve que nous, on peut toujours trouver des façons, soit faire de la prévention, mettre des filets anti-insectes, et là, du coup, on n'a pas besoin d'utiliser aucun insecticide si on a vraiment des gros ravageurs qui arrivent, ou bien vraiment, s'il y a vraiment une grosse crise et que là, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de pucerons, bah, utiliser pourquoi pas du savon noir. Mais sinon, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de contraintes parce que j'ai toujours fait que ça. Alors après, ouais, je suis une jeune agricultrice, hein, j'ai une expérience de 2-3 ans, donc c'est peut-être pas assez, mais pour l'instant, je ne vois pas de contraintes au cahier des charges bio, c'est sûr. Par rapport à la biodiversité, du coup, il y a plus d'insectes. Est-ce que ça apporte un avantage, par rapport à la plante en elle-même ou, pas forcément? C'est pas pour la plante, on va dire, c'est pour gérer en fait tous les ravageurs. C'est-à-dire quand on met une monoculture, on met une monoculture, c'est-à-dire une seule culture par exemple de choux. Il va y avoir un ravageur qui va venir et qui va venir s'installer, et une chenille, par exemple, qui adore les choux et qui va venir manger tous les choux. Si on fait que du chou, on peut être sûr que toute la culture va être mangée. Nous, on a vraiment plein de types de légumes, et en plus, entre les types de légumes, on va avoir aussi, du coup, ces rangs d'agroforesterie. Et donc, en fait, la chenille, elle va venir manger donc juste le chou, et après, on va dire qu'elle va pas s'intéresser aux autres légumes parce que c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Et du coup, la biodiversité, c'est ça, je trouve. C'est vraiment mettre beaucoup de choses différentes, enfin, assez de choses différentes en culture, amener d'autres types d'insectes, sachant que des types d'insectes sont phytophages, donc vont aussi manger d'autres insectes. Et c'est ça la biodiversité, c'est vraiment enfin, c'est garder cet équilibre. Je ne vais pas redire remettre un équilibre, parce qu'en fait, l'équilibre, il existe déjà comme ça, mais euh, garder l'équilibre et faire en sorte que les ravageurs se mangent limite entre eux et arrivent à se gérer entre eux. Après, je ne dis pas que des fois, on va avoir une invasion de chenilles et qu'il va falloir aller les chercher à la main ou les écraser à la main. Voilà. Mais voilà, quand il y a un surplus, nous, l'humain, on va intervenir. Mais sinon, voilà, cette biodiversité, pour moi, c'est ça son avantage, c'est que on va faire en sorte qu'elle ait un impact sur nos cultures dans ce sens qu'elles se feront moins manger par un tel ou tel ravageur. Tu mélanges alors dans ces cas-là, les différents légumes entre eux, tu fais des associations spécifiques? Il peut y avoir des types d'associations. Après, nous, dans nos champs, on n'a pas, c'est-à-dire qu'une planche, c'est-à-dire que là, on va planter les légumes, on va quand même planter toujours le même légume
enfin le même légume. C'est-à-dire, on va planter un chou, mais c'est vrai que sur les planches d'à côté, on va faire en sorte d'avoir, par exemple, une autre famille, c'est-à-dire on peut avoir des épinards ou de la salade et c'est vrai que ça va faire en sorte que le ravageur va peut-être se concentrer sur la planche, mais sur les autres planches, elle va pas forcément y enfin, elle va même pas s'y intéresser parce que c'est même pas un légume qui l'intéresse donc après on peut aussi avoir des associations, mais c'est vrai que nous, dans notre cas, on va pas forcément faire d'association de plantes, spécifiques. Et par rapport au sol, est-ce que, parce que on a fait un épisode avec, la marque Omi qui, eux, favorisent les agricultures, régénératives. Est-ce que, faire, du bio et de l'agroforesterie, améliore le sol et du coup, permet de cultiver, on va dire, sur le long terme plutôt que d'avoir une monoculture et que le sol, s'épuise? Oui, après il y a différents types de bio, on va dire. On peut avoir des gens qui vont être vraiment, dans un gros travail de sol et c'est vrai que dès qu'il y a un gros travail de sol, mais que ce soit en bio même ou en conventionnel, on va quand même, agir sur la santé du sol. On peut par exemple, trop travailler son sol et du coup détruire toutes les micro organismes qu'il y a dedans. On peut même avoir, une destruction des vers de terre et cetera. Donc là, ça va influer sur le sol de façon négative si on travaille trop le sol. Heu Après, c'est vrai que le fait d'être en bio, on va quand même utiliser moins d'insecticides ou moins d'herbicides ou bien de façon plus localisée et ça, pareil, ça va avoir un aspect sur le vivant du sol. C'est-à-dire que quand on met souvent un insecticide, on va pas tuer que la petite bête, hein, on tue vraiment enfin, en conventionnel, hein, en agriculture conventionnelle, on peut tuer vraiment tous les insectes qu'il y a sur une plante et même qu'il peut y avoir dans le sol. Ça pour moi, ça a vraiment un aspect complètement négatif, sur le sol et sur la vie du sol. Parce que du coup, on va tuer toute une population, alors qu'au départ, on visait qu'un seul insecte. Et le fait de faire de l'agroforesterie, le fait de remettre de l'arbre, c'est-à-dire même remettre des racines, c'est-à-dire que quand les racines meurent d'un arbre, elles vont se dégrader. Et qu'est-ce qui va dégrader ça? Bah, c'est des insectes. Donc pareil, dès qu'un végétal meurt, il y a toujours des petits insectes qui vont venir faire, qui vont venir récolter les plus belles, voilà, qui vont les digérer, qui vont redonner du coup de la nourriture au sol. C'est-à-dire qu'en digérant elles-mêmes, elles vont remettre, des parties qui vont être, assimilables par les plantes. Donc c'est ça qui est intéressant finalement, c'est, essayer de faire en sorte de pas avoir un sol inerte et sans vie. C'est vraiment de remettre cette vie du sol et du coup de contribuer à ce que le sol se gère plus ou moins, et s'aère, sans que nous on ait trop d'impact, quoi. Je vois. Le bio, ça a aussi un avantage, pour la santé. On a fait un épisode avec, Anthony Berthoud, qui est nutritionniste, et il parlait que quand les légumes sont traités, enfin en bio, ils ont tendance à fournir plus de polyphénol qui est, bénéfique, du coup pour nous. Est-ce que toi, tu as je vais pas dire à observer ça, mais est-ce que, quand tu as vu la différence entre des légumes bio et des légumes, conventionnels, vu que tu as travaillé un peu, avant, peut-être hors bio? Je trouve que ça ne se voit pas forcément sur l'aspect général, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, voir à l'œil nu, quelle est la différence entre un légume bio, un légume non bio. Après, enfin, après moi je suis pas nutritionniste, hein, mais reste persuadée que même au-delà de ça, que pour la santé, il y a plus de phénol, tu disais? De polyphénol, peut-être que tu as vu une différence, Polyphénol. par rapport au goût peut-être? Après le goût, pour moi, il y a pas photo, hein. Enfin, ça c'est comme des légumes qui poussent pas avec, trop d'eau. C'est des légumes qui poussent souvent en pleine terre. Alors le conventionnel aussi, hein, mais par exemple une tomate, conventionnelle qui est fait hors sol c'est-à-dire dans des serres, chauffées, aura complètement un goût, d'eau et insipide par rapport à une tomate qui aura poussé dans le vrai sol, dans du sol, pas un substrat et qui du coup, le sol va parce que dans le sol voilà, c'est plein de molécules, hein, que la plante va venir, heu, prendre et se nourrir avec, donc forcément ça donne du goût aux légumes. Après, c'est vrai que de façon esthétique, j'arriverais pas forcément, enfin même je je sais pas comment est-ce qu'on pourrait, vérifier, la différence entre du bio et Oui, du bien non sûr, bio, mais au mais final, intrinsèquement, oui, c'est sûr. au Enfin, final, je c'est reste persuadée. logique.
quand on a du bio, finalement, on tue moins le vivant, donc on a plus certainement de nutriments dans le sol. La Mmh. plante, du coup, se nourrit beaucoup mieux et au final, nous aussi, quand on va manger la plante et ben, il y a plus de nutriments et potentiellement, bah, on se nourrit mieux et on est en meilleure santé. Mmh. Ça et puis aussi, sans compter le fait que quand on prend un légume du conventionnel qui a eu un apport de pesticides dessus, je reste persuadée qu'il reste des traces, énormément de traces et que ça a un impact, dans nos corps. C'est-à-dire que si le sol stocke, les tout ce qui est, pesticides, de synthèse, nos corps, aussi et on n'arrive pas encore à démontrer tout ça et il y a beaucoup de pesticides qui sont encore sur la liste heu, des potentiellement cancérigènes, hein. Ça il y en a vraiment beaucoup, comme le glyphosate, hein et ça a forcément un impact sur nos corps et notre santé. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux, nous expliquer, ton quotidien? Là, on rentre dans la phase un peu hivernale, alors on pourrait dire peut-être que tu as moins de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors ce qui est agréable quand on arrive dans cette période hivernale, c'est que, bah, comme on travaille avec l'extérieur, on travaille beaucoup avec le rythme du soleil. Donc en fait, là, les journées sont plus courtes et donc c'est vrai que du coup, notre travail la journée va se rapetisser, même si ce qui est un peu faux, c'est vrai que même si on va en profiter du coup pour rentrer à la maison, se mettre devant l'ordinateur et faire un peu de comptabilité, hein, et de l'administratif. Mais oui, donc une journée, par exemple, une journée basique, soit nous, on a différentes journées, c'est-à-dire on a une journée plutôt culture où on va, venir, nettoyer, voilà, tout ce qui reste dans le champ, donc toutes les bâches tissées qu'on a utilisées, qu'on va venir semer des engrais verts. Là, j'ai préparé un sol, pour semer mes carottes, donc les carottes qu'on sème maintenant et qu'on pourra récolter que 7 mois plus tard, en avril-mai, hein, donc c'est très long. Et sinon, il y a aussi des journées, on va dire, plus de récolte parce qu'on vend, nous, à la ferme. Donc là, c'est vraiment des journées où on se réveille, 7h30, qu'on est dehors à 8h30, on commence à récolter et on s'arrête vers midi et demi. C'est toujours une bonne petite pause pour manger, hein, ça reste très important pour nous, cette pause-là et ensuite, on met en place l'étal et on vend nos légumes de 16h30 à 19h. On range l'étal et voilà, on est chez nous à 20h. Donc voilà, on a quand même des belles journées, là, c'est quand c'est une journée, récolte plus vente, c'est des grosses journées, ça c'est sûr. Donc en fait, tu récoltes les légumes le matin pour les vendre, du coup, l'après-midi? Oui, ça c'est, on va dire, le gros intérêt des petites fermes comme les nôtres. Donc on est bio, mais on a aussi une garantie de fraîcheur. C'est-à-dire que nous, nos légumes sont récoltés soit la veille, mais pour les légumes, on va dire racines et tout ce qui est légumes feuilles, salades, blettes, épinards et cetera, tout ça, c'est récolté le jour même. Donc là, il y a les gens quand ils viennent chez nous, ils ont le légume, presque directement sorti du champ et ça, je pense, c'est très difficile à démontrer, mais ça a forcément un impact. C'est-à-dire que toutes les vitamines, tous les nutriments qu'on a, c'est pas un légume qui est resté, 3 jours ou 4 jours en frigo avant d'être vendu. C'est vraiment, de suite, du champ à l'assiette, quoi. Donc ça, c'est pour moi aussi une garantie d'un produit qui va être frais, et biologique encore. C'est un petit plus encore. Je t'ai pas demandé, mais vous êtes combien à travailler à la ferme? Là, il y a donc moi-même, Marion et il y a Paul, mon conjoint et cette année, donc c'est notre deuxième année, on a pu embaucher, voilà, un saisonnier en plein temps. Super. C'est quoi pour toi bien manger? Bien manger, déjà, quand je vois bien manger, je pense tout de suite à du légume, mais c'est pas le légume où je me dis: «Ah, il va falloir manger du légume», c'est vraiment de grand plaisir de après voilà, je suis particulière, mais moi, je me régale vraiment avec, un plat d'haricots verts. Un bon plat d'haricots verts, alors évidemment avec un petit peu de beurre, hein, ou d'huile d'olive, mais c'est pour moi un vrai régal. Donc bien manger pour moi, s'il y a une je vois dans l'assiette, c'est vrai, quand je l'imagine, je vois une belle part de légumes, une belle part de céréales et après nous, on mange de temps en temps de la viande, parce qu'on a beaucoup de chance, on a beaucoup d'amis qui sont producteurs donc de vaches, de chèvres, et d'agneaux
Donc voilà, localement, on a tout ce qu'il faut et en bio en plus. Hem, donc voilà, de temps en temps ça ou bien sinon on va aller chercher plutôt, de la protéine de soja ou du tofu ou des choses comme ça. Oui, Mais c évidemment de l'oléagineux aussi. Ouais, pour moi, bien manger, c'est vraiment une assiette assez complète et peu importe les quantités, nous, c'est vrai qu'on mange beaucoup. Je pense depuis que je suis maraîchère, je crois que j'ai doublé mes mes quantités, mais voilà, parce que je pense qu'on est toujours dehors, du coup, ça doit brûler là-dedans, mais en tout cas, oui, oui, je ne regarde pas forcément les quantités que je mange, mais par contre, il y a beaucoup de légumes, la grosse base, c'est le légume. c'est vrai que j'en entends certains, qui disent: «Ouais, bon, les légumes, c'est fade et tout ça», mais c'est vrai qu'il suffit de les assaisonner. Il existe tellement d'épices, d'aromates, ce genre de choses pour donner du goût que finalement on n'est jamais, enfin, je suis jamais à court d'idées, quoi. Il y a ça et puis je pense que je remettrais quelqu'un au défi qui me dise qu'un légume est fade en venant chez nous parce que franchement, une poêlée d'épinards, sans rien mettre dedans, allez, un petit peu de sel et encore, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a les minéraux du sol ou parce que nous on a un sol assez argileux donc qui retient pas mal les minéraux et les nutriments, mais le légume, il a un goût, il n'y a pas forcément besoin de rajouter. Par contre, c'est vrai que je mange plus de crème fraîche, alors qu'avant, je mangeais pas mal de crème fraîche. Et je trouve que là, il y a quelque chose dans le légume qui fait qu'on a envie de le manger assez simplement. Alors après, on va forcément le cuisiner avec autre chose, hein. Après, moi, j'aime beaucoup le curry, des choses comme ça, mais des fois, je trouve que ça va peut-être des fois l'emporter sur le goût, alors que vraiment un bon légume, on n'a pas forcément envie d'en mettre trop dedans. Mais ça, c'est aussi depuis qu'on est sur la ferme, même mon conjoint, enfin Paul, c'est vrai qu'il mange vraiment beaucoup de légumes alors qu'avant il était un peu plus difficile et là c'est un vrai plaisir quoi. Mais on va vraiment manger un assiette d'épinards en disant: «Oh là là, c'est bon, c'est bon» et je dis ça pour nous évidemment, mais on a beaucoup de nos clients qui disent ça aussi et donc c'est vrai que je pense que ce type d'agriculture est vraiment bénéfique même pour, on a plus envie, ça donne, plus, ouais, je sais pas, c'est une gourmandise quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu du prix du bio, mais avant, j'ai une question, qui est, la rentabilité au niveau des légumes quand on est en bio, est-ce qu'elle est forcément inférieure à, l'agriculture, conventionnelle? Je pense pas, en tout cas du moins en maraîchage. On parle souvent de ça, mais ça c'est surtout pour la partie, céréales. Je crois là, il peut y avoir vraiment différence. Au niveau du légume, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de grosses il y a forcément une petite baisse de rendement, mais pas tant que ça. Après c'est vrai il y a plus de risques. C'est-à-dire que comme on utilise, moins d'insecticides ou bien des insecticides, on va dire moins efficaces ou des herbicides moins efficaces, on peut avoir un gros risque de se faire manger, je sais pas, nos 100 pieds de tomates ou nos 100 pieds de salade. Ça m'est déjà arrivé de perdre une planche entière parce qu'en fait, on n'a pas forcément traité et on voulait pas traiter. Je pense que ce qui va avoir surtout un effet sur le prix, parce que pour revenir à une des questions que tu voulais poser tout à l'heure, c'est que en bio, on va beaucoup faire des choses manuellement, du moins, on va surtout beaucoup désherber. Parce qu'on ne va pas utiliser d'herbicides. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout en bio, on n'utilise pas du tout d'herbicides, on n'a pas le droit et je pense que beaucoup de gens n'en ont même pas l'envie. Mais du coup, si on n'utilise pas d'herbicides, il va falloir qu'on désherbe. Alors, on peut le faire manuellement. On a des outils manuels, on a nos mains avec des gants, mais on a aussi des outils tractés avec un tracteur qui permettent aussi de le faire. Mais ça, du coup, c'est du temps en plus. Et c'est ça qui, je pense, va avoir un impact sur un des prix de la bio en tout cas. J'aimerais aussi apporter, parce que le bio, c'est plus cher, mais c'est plus cher à l'achat, alors que le conventionnel, c'est moins cher à l'achat, mais il y a des coûts, on va dire, un peu, cachés. Par exemple, l'agriculteur en conventionnel, il va, utiliser, comme tu as dit, des désherbants, il va abîmer son sol et derrière, eh ben, il va falloir qu'il renourrisse son sol et ça, il a des subventions, il a des aides, pour faire ça et c'est forcément pris, peut-être sur les impôts ou sur ce genre de choses. Alors que toi, tu n'as pas ce genre, d'aide. Tout est pris, on va dire, en gros, on paye le légume une bonne fois pour toutes.
Il peut y avoir des coûts en effet, secondaires ou cachés qu'on voit pas forcément. Je pense que les autres coûts qu'on voit pas, au-delà de le fait que ça touche nos impôts, c'est aussi le coût sur la planète, le coût comme tu disais, de la dégradation des sols, du lessivage des sols, du fait qu'on mette des concentrations de plus en plus, enfin, pas de plus en plus grandes, mais comme c'est des produits de synthèse, forcément, ça va s'accumuler dans le sol. Donc, forcément, la concentration va s'ajouter dans le sol. Donc, ça, c'est des choses qui sont très compliquées ensuite à, à, à assainir pour plus tard. Donc, ça, c'est un peu le bagage qu'on va laisser pour les sociétés d'après. Et ça, en effet, ça, c'est un coût qu'on n'arrive pas à se dire, tiens, si on devait dépolluer ces sols, si on devait les dépolluer, quel serait le coût? Et là, ça, je pense que ce serait un impact qu'on ne voit pas finalement dans le prix du légume. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, dans le conventionnel, les gens ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur travail. Je pense qu'il y a ça aussi qu'on retrouve peut-être plus dans nos petites fermes, en vente directe à la ferme ou même en bio, hein, c'est qu'on va quand même essayer de mieux rémunérer le travail des gens. Et, et heureusement, parce que, et encore, voilà, comme je vous disais, c'est juste pour toucher enfin juste, ce sera déjà bien pour nous, hein, mais pour toucher un SMIC, c'est-à-dire que tous les horaires de travail qu'on fait, etc., on va vendre à légumes, mais on va pas rouler en Cadillac après, on va vraiment, enfin, je connais beaucoup de maraîchers, j'en vois très peu enfin, pour moi, c'est pas que le prix soit cher, c'est que le prix est juste, c'est-à-dire qu'il est juste pour que quelqu'un puisse vivre de façon décente, avoir une maison, des enfants s'ils le souhaitent, partir en vacances et vivre en fait. Et ça, il n'y a pas tant que ça qui arrive. Et pour moi, le juste prix, c'est ça qui va permettre aux agriculteurs de mieux vivre. C'est un gros questionnement en tout cas. Une question un petit peu épineuse. Est-ce qu'il faut privilégier le bio ou le local? C'est une question qu'on nous pose souvent, euh, sachant que ce sont deux choses différentes pour moi. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux manger bio et local. Après, si on souhaite vraiment manger local et qu'autour de nous, on n'a pas de bio, euh, il faut, je pense, se renseigner. C'est-à-dire aller voir son maraîcher. C'est-à-dire que si on veut manger localement, on se dit, bon, j'allais rencontrer ou aller sur un marché, aller voir cette personne qui produit ses légumes et lui demander comment est-ce qu'elle travaille et pourquoi finalement elle n'est pas en bio, qu'est-ce qu'elle utilise? Est-ce que c'est parce qu'elle utilise du glyphosate? Parce qu'il y en a qui peuvent être complètement transparents. Pourquoi ils utilisent tel ou tel. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent se poser parce que je pense que les gens ont le droit de poser la question, de demander pourquoi finalement vous n'êtes pas en bio, quels sont les produits que vous utilisez qui font que vous n'arriverez pas. Parce qu'il y en a plein qui vont dire ah, parce que nous on y est presque, on est raisonné, hein, d'accord. Du coup, qu'est-ce que vous utilisez qui fait que vous êtes en raisonné et pas en bio? Souvent c'est à ça, hein, mais souvent c'est juste le glyphosate, hein, c'est pas grand-chose, mais ça reste quand même quelque chose d'important à savoir et que le consommateur a le droit de poser comme question. Enfin, moi, en tout cas, je milite pour que le consommateur puisse poser ses questions et qu'il ait un droit de réponse là-dessus. Après, voilà, évidemment, par exemple, manger des bananes, ma banane bio, oui, il vaut mieux aller faire du bio, mais on ne trouvera jamais de banane localement en France. Enfin, jamais je dis ça, mais peut-être que dans quelques années, oui. Mais en tout cas, donc c'est ça. Et c'est sûr, il faudra mieux manger une pomme qui vient d'à côté que une banane qui viendra de bio, qui vient de très loin. Mais pareil, je conseillerais aux gens de quand même manger une pomme bio parce qu'une pomme qui n'est pas bio a quand même des conservateurs pour qu'elle se conserve plus longtemps au niveau de sa peau et d'autres types d'insecticides ou de pesticides qu'on retrouve sur sa peau. Donc voilà, dans tous les cas, je recommanderais quand même de manger une pomme bio localement qu'une banane bio dans de loin. Mais Tu même raison si de moi-même, je mange de la banane. Très clairement, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter non plus. Je ne suis pas du tout une extrémiste, mais je pense s'il faut vraiment raisonner, il vaudrait mieux faire comme ça. Mais ensuite, il faut aussi
façon raisonnable, pas s'empêcher de vivre non plus pour autant. Tu as raison de dire qu'il faut aller parler, aux maraîchers, aux agriculteurs. J'ai enregistré un épisode avec, la marque Happy Run, qui sont, des apiculteurs et eux, ils sont pas bio, mais ils font tout comme le bio. Il y a juste un seul truc, c'est que, ils ont un traitement contre le varroa. C'est une Mmh, bête, qui tue les abeilles et c'est tout juste à ce fait. petit truc-là qui fait qu'ils ont pas envie de se mettre dans le bio parce que c'est beaucoup trop de contraintes. Mais sinon tout le reste, pression à froid, tout ça, ils sont vraiment, très, très proches du bio. Donc, effectivement, aller parler aux agriculteurs, aux maraîchers, aux éleveurs, tout ça, pour voir comment, heu, ils font leurs produits et si ça se trouve, ils le font quasiment comme le bio. C'est juste qu'effectivement, le bio, bah, déjà, il faut payer, c'est des contraintes qui sont importantes, pour, les agriculteurs et les éleveurs et finalement, peut-être qu'ils font déjà les choses pratiquement, correctement. Je suis d'accord avec toi, mais plus ou moins, c'est-à-dire que je vais pas dire que le bio est vraiment très contraignant. Là, dans le cas de l'apiculture, c'est très intéressant de ce que tu parles, enfin, de ce dont toi tu parles, parce que je me suis posé la même question pour d'autres apiculteurs qui étaient autour de chez nous. Et donc, je leur ai demandé pourquoi vous n'êtes pas bio et ils m'ont dit exactement la même raison pour cette histoire de varroa. J'en ai discuté avec d'autres apiculteurs qui sont en bio et qui m'ont dit en effet, le varroa, c'est eux, ils essaient de gérer ça avec des huiles essentielles, mais ils ont 50% de pertes sur leur Ouais, de ruches. Et donc ils disent, nous on comprend que d'autres collègues ne se mettent pas à 100%, enfin ne se mettent pas en bio pour cette raison-là. Ça peut s'expliquer. Après, voilà, c'est-à-dire que du coup, ça donne envie d'encore plus soutenir ceux qui se mettent en bio et qui vont, bah, du coup, avoir beaucoup plus de pertes. Mais je trouve ça quand même, aussi super de se dire, voilà, pour cette raison-là, en effet, on est transparent avec vous. Pour le varroa, c'est très compliqué à gérer, même en bio. Du coup, on a décidé de partir sur ça. Mais il faut faire aussi attention parce que enfin, voilà, il y a des façons aussi de nourrir les abeilles, donc avec du candy qui est du sucre raffiné, du sucre qui vient souvent aussi de betteraves, de betteraves sucrières qu'on a en France. Et vous avez dû entendre parler beaucoup des néonicotinoïdes, qui sont des insecticides tueurs d'abeilles, qu'on utilise beaucoup. Pourquoi? Pour faire de la betterave sucrière. Donc voilà, faut bien les chercher quand même, faut quand même se renseigner, même si je sais que c'est beaucoup de temps et de travail, mais il faut savoir aussi, un peu, étudier ça parce que, en fait, ce qu'on mange, ça a aussi un impact sur nous, mais aussi sur la planète, quoi. tout à fait. Alors, je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais là, on rentre dans la saison hivernale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les légumes qu'il y a à récolter, au jardin? Alors en ce moment, il y a de l'épinard. Alors ceux qui ont mangé de l'épinard à la cantine doivent découvrir l'épinard feuille vendu en magasin, juste en tombée, en poêlée, c'est ultra rapide. On a aussi la blette, pareil, il y a tout un ancien passif sur la blette. Je pense qu'on a été traumatisés à l'école. Tous ces légumes à l'école, là, le céleri, la blette, tout ça, lorsque c'est mangé, c'est frais et que c'est mangé directement en poêlée ou bien même le céleri coupé en lamelles et rôti au four, c'est délicieux. Après nous, on va aussi avoir beaucoup de choses donc dans les choux. Les potées de choux, c'est super bon avec un peu de pommes, un petit morceau de lardon ou du tofu fumé. On va avoir des patates douces, plein de courges pour faire des courges rôties, des soupes, des gratins. Voilà, faut se faire plaisir aussi avec ça. C'est-à-dire que si on a envie de manger quelque chose de gourmand, allez, pourquoi pas faire une tartiflette, mais au lieu de mettre de la pomme de terre, on va mettre de la courge en lamelles ou de la patate douce en lamelles. Moi, je trouve que c'est une super période pour découvrir en fait tous les légumes et je vous disais qu'on a aussi des tomates en fait au jardin encore. En novembre, on a encore des aubergines. Donc, il y a vraiment une grosse diversité sur les étals. C'est super chouette. Tu fais des paniers de légumes, c'est ça, il me semble? Voilà. On a différents types de personnes. Des personnes qui veulent choisir leurs légumes et qui ont déjà leur menu en tête, ou bien des gens qui sont contents de se dire, moi je réfléchis pas, je te fais confiance, tu me fais un panier. Donc on a des paniers de 15 ou de 20 euros. On va comme leur dire ce qu'il y a dedans. Et du coup, eux, ils s'adaptent en fait c'est-à-dire que nous, chaque semaine, c'est un panier différent. Et ces gens-là, du coup, vont accepter de jouer le jeu et de se dire, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces légumes-là cette semaine? Pour Ça, je trouve ça 15-20 bien. €, on a combien de kilos de légumes?
Je ne saurais pas te dire combien il y a de kilos. Après, il y a souvent, pour un panier de 15 euros, il y a 5 à 7 légumes différents. Et on essaie toujours de mettre donc une ou deux verdures, donc toujours une salade ou un type de salade sucrine, voilà, ou autre. On va avoir une feuille à type blette ou épinard, une petite mâche. Et ensuite, on va avoir quelque chose d'un peu plus gros, type chou, courge. Mais je pourrais pas te dire combien ça fait parce que finalement chaque légume a un prix différent. Du coup, je pourrais pas te dire le poids du panier en global, mais en tout cas, ça 15 euros, c'est bien pour 2 personnes une semaine pour des gens qui mangent du légume, et 20 euros, c'est bien pour une famille de 3-4. Voilà, en complétant avec des céréales, avec du riz, d'autres types de légumineuses aussi. C'est assez complet, ça peut suffire. Aujourd'hui, quels sont les plus grands défis auxquels tu es confronté? Le changement climatique. En fait, là, en ce moment, on a des périodes où il fait très, très doux. On comprend pas forcément pourquoi. On a beaucoup, beaucoup d'eau aussi, voilà, donc on a vraiment chaque année, on a des saisons qui se ressemblent plus. Alors c'est pas moi qui le dis parce que je le faisais pas avant ce métier, mais c'est vraiment les agriculteurs d'avant qui nous en parlent. Qui voient en fait c'est des gros changements enfin, brutaux, on va dire. C'est-à-dire qu'on va passer, d'une canicule, et une semaine plus tard, il va faire, super froid, ou bien d'un coup, on va avoir des grosses tempêtes, des grosses bourrasques. Ouais, c'est un peu, je pense, la plus grosse difficulté, c'est gérer, le temps, et ce temps en plus qui devient de plus en plus changeant et qui ressemble pas à ce qui était avant. Donc c'est dur de planifier nos légumes et d'entretenir tout ça en fonction de la météo. Mais bon, voilà, je sais que j'ai choisi ce métier-là et du coup, il va falloir que je pallie à tout ça et que j'étudie tout ça. Mais c'est vrai que ça a des choses qui peuvent faire assez peur. On arrive doucement à la fin de l'épisode. La dernière question, c'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire? Ta collation, ton snack favori, ça peut être également un plat. Alors moi, j'adore les chips. Je sais pas pourquoi, j'adore les chips, j'adore la pomme de terre, voilà, rôtie, mais vraiment même la chips, même industrielle, on va dire. Mais il y a vraiment quelque chose où quand je mets la main dedans, je peux pas m'arrêter. C'est ça mon petit plaisir coupable où j'ai du mal à dire non. Alors après, j'essaie de la choisir, on va dire, bio et local, mais c'est plutôt bio que local, c'est plus compliqué du local. Mais voilà, c'est un peu mon petit plaisir coupable. Merci beaucoup Marion. Si on veut un petit peu plus, de toi, un petit peu plus du jardin d'Aliwen, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, depuis le début, de ma reconversion, heu, donc depuis 2017, j'avais créé un petit, compte Instagram, pour que ma famille me suive. Puis finalement, il y a eu pas mal de bon, on n'est pas énormément, mais pour moi, c'est toujours bien de partager en fait, le changement de vie, comme l'installation. Et puis là, c'est comment on produit les légumes, comment est-ce qu'on les vend. Donc voilà, il y a Instagram, et puis après il y a notre Facebook. Là, c'est beaucoup les gens localement qui vont sur Facebook pour voir un petit peu les nouvelles de la ferme, quand est-ce qu'on est ouvert, fermé, et cetera, quels sont les paniers de légumes qu'on propose. Mais voilà, c'est les deux petits réseaux, qu'on a, qui nous permettent de communiquer. Super, et ben, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode, pour tous ceux qui veulent aller, voir un petit peu plus, du jardin d'Aliwen. Super. Merci Lydie, en tout cas, c'est super sympa. Bah, c'est moi qui te remercie pour ton temps en tout cas, c'était super intéressant et puis, bah, je te dis à une prochaine. À bientôt, salut! Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.